Et bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de l'heure du crime. Pour vous remercier également, parce que j'ai pas eu l'occasion de le faire ces derniers temps, pour votre fidélité, une fidélité qui s'est mesurée dans des sondages qui nous ont fait, il faut bien vous le dire, très plaisir à toute l'équipe de l'heure du crime. Voilà, merci, continuez, bien entendu, c'est le seul conseil que je puisse vous donner, à être à ce rendez-vous de l'heure du crime sur RTL du lundi au jeudi entre 20h et 21h. Alors ce soir dans l'heure du crime, un mystère qui dure depuis 32 ans et qui est peut-être en passe d'être enfin élucidé grâce d'une part au progrès de la police scientifique et d'autre part grâce à un nouvel appel à témoins très précis diffusé par la police judiciaire de Besançon que nous allons largement relayer ce soir sur RTL avec mes invités, maître Catherine Bresson du barreau de Besançon, qui est l'avocate de la famille de Virginie Raymond, puisqu'il s'agit de ce qu'on appelle l'affaire Virginie Raymond. Et nous aurons également les commentaires et les précisions du journaliste Willy Graff, qui suit cette affaire pour son journal L'Est républicain. Dans toute la région de Besançon, en effet, on se souvient de cette affaire terrible. Le mardi 20 octobre 1987, Marie-Françoise Raymond rentre chez elle vers 16h après sa journée de travail au rectorat de Besançon, et c'est chez elle, donc là, au 134 rue de Belfort, qu'elle découvre sa fille, Virginie, baignant dans son sang, allongée sur le sol de la cuisine. Le père de cette adolescente de 16 ans, Patrick, avait lui-même quitté la maison à 13h30 pour se rendre à son travail, alors que Virginie était tranquillement occupée à repasser du linge. Rien ne laissait donc prévoir ce drame terrible. L'autopsie révélera 14 coups de couteau. Sur les lieux du crime, très peu d'indices, sinon la sauvagerie et la violence du meurtre, mais pas de traces d'effraction, rien qui indique même l'éventualité d'une agression sexuelle. Seule évidence pour les policiers, Virginie connaissait certainement son meurtrier, à qui elle a dû ouvrir la porte sans méfiance. De nombreuses pistes ont été suivies sans succès dans les années suivantes, et cela depuis donc plus de 30 ans maintenant. Mais en 2017, l'enquête avait été relancée à la date anniversaire du meurtre, le 20 octobre donc 2017. De nombreuses personnes depuis ont été entendues ou réentendues, et je vous le disais il y a un instant, un nouvel appel à témoins vient donc d'être relancé par les enquêteurs. Nous allons y revenir en détail dans un instant, avec bien sûr l'espoir que cette enquête aboutisse enfin après toutes ces années. 20h, 21h. Jacques Pradel sur RTL. L'heure du crime. Et rebonsoir à toutes et à tous. Donc une nouvelle édition de l'heure du crime, émission préparée bien entendu comme chaque jour par Justine Vidio avec Amandine Lemaire. C'est Mathieu Desmousseaux qui est à la réalisation technique de cette émission que nous consacrons donc à ce qu'il est convenu d'appeler un cold case, une affaire non élucidée qui remonte à l'année 1987. 32 ans de mystère donc dans le meurtre d'une adolescente de 16 ans, Virginie Raymond, que sa maman avait découverte chez elle dans son appartement, rentrant du travail vers 16h, alors que le père de cette jeune fille avait quitté lui-même les lieux, le même appartement, à 13h, donc très peu de temps auparavant. Nous allons ce soir revenir très longuement sur l'enquête à l'époque, sur les circonstances évidemment, sur la personnalité de cette jeune fille, sur le combat aussi de ses parents qui n'ont jamais baissé les bras depuis toutes ces années. Et puis il faut le dire, avant de donner la parole à mes invités, il y a effectivement un nouvel espoir en ce moment après toutes ces années, parce que en 2017 une nouvelle information avait été lancée, des appels à témoins avaient été diffusés également par la justice et par la police judiciaire de Besançon qui mène cette enquête depuis toutes ces années, et il y a eu du nouveau
dans conséquence de ces nouveaux appels à témoins qui ont été lancés il y a moins d'un mois maintenant. Nous en parlons donc avec mes invités. Dans un instant, Willy Graff, qui est journaliste à l'Est républicain et qui suit toute cette affaire pour son journal. Il est en ligne. Bonsoir Willy. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Je reviens à vous très vite pour parler de l'actualité, c'est-à-dire des derniers appels à témoins qui ont été lancés par la PJ de Besançon. Et je voudrais tout de suite saluer maître Catherine Bresson du barreau de Besançon. Elle est l'avocate de la famille de Virginie. Bonsoir maître. Bonsoir. Alors nous avons eu déjà l'occasion dans les années passées de nous retrouver pour des émissions, des appels à témoins concernant cette affaire. Je voudrais commencer l'émission d'abord avec une pensée pour les parents de cette jeune fille assassinée. Comment vont les parents de Virginie dans le contexte de reprise de l'enquête et de ces nouveaux appels à témoins? Ils sont pleins d'espoir. Ils craignent effectivement que ça n'aboutisse pas, mais ils sont vraiment pleins d'espoir et ils encouragent tous les témoignages, toutes les personnes qui peuvent apporter leurs témoignages suite de cet appel à témoins. Vous êtes l'avocate de cette famille depuis toutes ces années, et c'est vrai que je voudrais savoir si vous partagez, je pense que la réponse est positive, mais l'espoir de la justice, c'est que en fait les progrès de la police scientifique, de la génétique vont peut-être permettre d'avancer un peu plus que dans les années précédentes avec les méthodes actuelles. Tout a été fait, on peut le dire, sur le travail donc de la police judiciaire de Besançon. Ça n'est vraiment pas une enquête bâclée. Ah non, pas du tout. On a pu déterminer différents profils qui sont ressortis et donc effectivement, là, ces profils sont en cours de comparaison. On espère bien que l'ADN va matcher. Enfin, véritablement, les progrès scientifiques donnent beaucoup d'espoir à mes clients. Alors nous allons tout de suite revenir avec Willy Graff, donc journaliste à l'Est républicain qui suit cette affaire depuis le début pour son journal, sur ce nouvel appel à témoins qui a été lancé à la fin du mois de novembre, donc c'est tout récent. Et disons-le tout de suite, Willy Graff, cet appel à témoins est extrêmement précis, comporte plusieurs questions et il concerne non seulement les habitants de Besançon, en tout cas ceux qui étaient présents à Besançon en 1987, il y a 32 ans, mais également la ville de Dijon. Oui, tout à fait. Quand la police judiciaire nous a contactés, nous médias, fin novembre, ils avaient des questions très précises. 3 en réalité. La première est peut-être la plus détaillée. Elle concernait toutes les femmes nées entre 1964 et 1976 qui, sur Besançon, et alors qu'elles étaient encore adolescentes, ont pu être accostées dans la rue par un homme les sollicitant pour être prises en photo. Donc ça, c'est le premier point qui cible clairement un individu lié au milieu de la photographie. On comprendra pourquoi, on y reviendra un peu plus tard. Le second point est un peu plus classique. La police aimerait renouer contact avec l'ensemble des personnes, des habitants qui, en 1987, vivaient au 134, 134A, 134B, rue de Belfort à Besançon, ainsi que leurs voisins du 8, rue de Schweizer. Pourquoi le 8? C'est parce que tout simplement, les balcons, certains balcons donnaient sur l'appartement de Virginie Raymond et de ses parents. Et puis le dernier point, le troisième et dernier point de cet appel à témoins, concerne effectivement la ville de Dijon. Dijon, pour situer, c'est à une centaine de kilomètres de Besançon. On sait que 11 jours avant d'être tuée, Virginie a été aperçue place d'Arcy à Dijon, donc on est le 9 octobre 1987, en compagnie de 3 jeunes hommes qui n'ont jamais pu être identifiés malgré les nombreuses recherches des enquêteurs au fil de ces 30 ans. Ils n'ont jamais pu être identifiés. Donc toute personne susceptible d'avoir aperçu Virginie Raymond quelques jours avant sa mort sur Dijon est invitée là encore à prendre contact avec les policiers. Ce jour-là, pour donner quelques éléments, la jeune fille était habillée et vêtue de noir avec un chapeau à feutre assez caractéristique, et un de ses 3 amis était grand et avait un pantalon en cuir très moulant. Voilà, c'est des éléments assez factuels, assez précis qui ont été diffusés largement par les policiers. Alors on va y revenir très très longuement dans quelques instants après la pause avec vous, également avec maître
Catherine Bresson. Il faut dire que la période de temps qui intéresse les enquêteurs, c'est globalement situé entre l'été 1987, on va y revenir, parce que Virginie Raymond était partie en Bourgogne faire les vendanges et que elle avait peut-être rencontré, fait connaissance de quelqu'un à qui, pourquoi pas, elle aurait pu ouvrir la porte puisqu'il n'y avait pas de traces d'effraction sur la scène de crime. Et puis il y a tout ce qui s'est passé dans les heures ou les jours qui ont précédé son décès. Voilà. Et nous avons mis sur le site internet rtl.fr à la page de l'heure du crime les numéros de téléphone que ceux ou celles qui pensent avoir un élément qui peut faire avancer l'enquête peuvent utiliser pour contacter la police judiciaire de Besançon. À tout de suite. Ce jeu. L'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL. L'affaire Virginie Raymond, affaire non élucidée depuis le 20 octobre 1987. Le 20 octobre 1987, un mardi. C'est ce jour-là que, comme on le rappelait tout à l'heure, la maman de cette jeune fille de 16 ans découvre le corps de sa fille qui est retrouvé donc allongé sur le sol dans la cuisine de l'appartement. 14 coups de couteau. Immédiatement, bien sûr, cette annonce de meurtre mystérieux est relayée par l'ensemble des médias, dont RTL. Pour RTL, notre correspondant à l'époque, Philippe Géchou, fait le point sur l'affaire dans le journal de Jérôme Godefroy. Depuis hier soir, toutes les forces de police de Besançon sont lancées à la recherche de l'assassin de Virginie. Durant toute la nuit, les enquêteurs du SRPJ ont soigneusement passé au peigne fin toutes les rues de la ville, ainsi que les relations de Virginie, mais en vain. Pour la police, qui a longuement fouillé le petit appartement du 134 de la rue de Belfort, et qui ne comprend pas l'acharnement et la sauvagerie du meurtrier sur une jeune fille réputée sans histoire, aucune hypothèse n'est pour le moment à exclure. En particulier celle du crime d'un rôdeur à la recherche de quelque argent liquide et prêt à tout pour cela. Mais aucune trace de vol et d'effraction n'a été relevée sur place. Aussi, l'hypothèse du crime d'un familier n'est-elle pas formellement écartée pour le moment. Alors, je reviens à vous, maître Catherine Bresson. Je rappelle que vous êtes avocate au barreau de Besançon et que vous êtes l'avocate de la famille de Virginie. Un mot sur cette famille. Le père Patrick était parti à 13h, il avait quitté... 13h40, oui, il avait quitté les lieux à 13h40. 13h40, sa fille Virginie faisait du repassage. Il n'a rien noté de particulier ce jour-là ? Si, il a noté qu'elle semblait pressée qu'il s'en aille. Donc s'est dit, sa fille ne faisait pas forcément le ménage. Et là, elle avait fait la vaisselle, elle avait rendu propre la maison. Et il avait le sentiment qu'elle était très pressée qu'il s'en aille. Comme si elle avait en fait un rendez-vous prévu, quoi. C'est ça, exactement. Ouais. Oui, comme si elle avait un rendez-vous. Ouais. Et c'est une jeune fille qui était bien avec ses parents. Enfin, parlez-moi de sa maman. On le sait, travaillait au rectorat de Besançon. Elle n'avait pas de frères et sœurs. Non, et elle s'entendait bien avec ses parents, mais c'était une adolescente, donc elle était en pleine période d'adolescence, elle avait plein de changements qui s'étaient produits dans sa vie, elle avait décidé d'arrêter sa scolarité, et elle recherchait une activité dans la photographie. Oui. Donc voilà, elle se cherchait. Et elle avait également participé en septembre, début octobre aux vendanges en Côte d'Or. Oui. Voilà. On se souvient de l'endroit où elle était pour ses vendanges en Côte d'Or. J'ai plus souvenir. Peut-être que Willy Grave s'en souvient. Peut-être. Il me semble que c'était à Nuit-Saint-Georges. D'accord. Oui, non, c'était important de le spécifier, si vous voulez, parce que, comme je l'ai dit, on a mis sur le site internet les 2 numéros de téléphone que peuvent appeler ceux ou celles qui pensent avoir peut-être une information qui pourrait faire avancer l'enquête. Quelquefois, on détient des informations sans en mesurer l'importance. Donc, si le nom de Virginie Raymond, si ses souvenirs, si en tout cas si ce que l'on dit évoque un certain nombre de souvenirs chez certains, il faut pas, personne ne vous reprochera jamais d'appeler la police judiciaire pour donner un témoignage qui peut se révéler important. Les 2 numéros, je les donne quand même à l'antenne, bien sûr, mais on peut les retrouver sur rtl.fr à la page de l'heure du crime. Ce sont les 03 80 44 58 70, je répète, 03 80 44 58
70 ou le 03 81 21 11 80, 03 81 21 11 80. Et ces deux numéros de téléphone sont valables si vous avez des informations qui remontent au jour du crime, puisque Willy Graff le précisait il y a un instant, une partie de l'appel à témoins de la police judiciaire de Besançon concerne justement les heures ou les jours qui ont précédé le meurtre et le jour du meurtre. Et puis il y a aussi cette autre piste ou ces autres pistes, Dijon, bien sûr, vous avez expliqué pourquoi. Elle était partie rejoindre des amis. C'était pas une fugue, maître? Non, alors sur Dijon, on ouvre les portes parce qu'en fait, on ne sait pas véritablement si elle est partie de Besançon avec deux individus pour aller retrouver un troisième individu dijonnais, ou si elle a retrouvé trois individus à Dijon, ou encore est-ce qu'elle a rencontré trois individus à Dijon. Donc c'est vrai que là, tous les témoignages sont les bienvenus parce que on sait qu'elle était à Dijon avec trois individus, mais on ne sait pas si ces trois individus, elle les a retrouvés à Dijon ou si elle les a retrouvés pour partie à Besançon, qu'elle a pris le train avec eux pour aller à Dijon. Donc c'est important aussi ça. Voilà, ces personnes ne sont pas forcément soupçonnées d'être des auteurs de meurtre. Hein. Il faut bien le dire. Les appels à témoins, ça ne sert pas. C'est pas une chasse à l'assassin. C'est pour recueillir des informations qui peuvent être essentielles dans le déroulement de l'enquête. Hein. On est bien d'accord. Ah oui, pour essayer de reconstituer son parcours et essayer de reconstituer les personnes qu'elle a pu rencontrer, qui pourraient apporter des témoignages intéressants, des éléments intéressants à l'enquête. Voilà. Et donc ni le père ni la mère de Virginie Raymond n'avaient noté quoi que ce soit de vraiment particulier dans son comportement, où il y avait ce sens quand même, j'ai l'impression en lisant les articles de presse de l'époque qu'il y avait une sorte de sentiment des parents qu'elle avait changé, en tout cas depuis l'été. Oui, ils étaient un petit peu, son entourage était inquiet par rapport à cette attitude. Elle sortait, elle avait un petit peu changé par rapport à ce qu'elle était avant. Voilà. Ouais. En même temps, elle avait 16 ans et voilà. C'était l'adolescence. Une adolescente. Elle a interrompu ses études en classe de 3e. Elle veut être photographe, donc elle cherchait, je crois, un stage dans ce domaine au moment des faits. Elle cherchait un stage, justement, une activité dans la photographie, et donc elle était partie en Côte d'Or. Et c'est justement parce que ses parents étaient inquiets de la voir sortir, de la voir arrêter ses études et des relations qu'elle pouvait nouer, qui lui avaient demandé de revenir vivre chez elle à Besançon. D'où cette partie de l'appel à témoins de la police de Besançon qui tourne autour de ce photographe qui aurait pu importuner, ou de cet homme qui aurait pu importuner des jeunes filles dans la rue, donc pour leur proposer de faire des photos. C'est ça? Oui, c'est ça. C'est un individu qui a priori abordait des jeunes filles dans la rue pour leur proposer des photographies. Voilà, donc en tout cas, ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est que l'enquête est repartie vraiment à zéro, c'est-à-dire qu'on reprend tout, ça veut dire qu'on reprend tous les éléments de cette enquête. Je crois que les policiers qui ont pris leur retraite depuis 32 ans ont été interrogés par leurs collègues, donc il y a vraiment une volonté de la justice que vous confirmez, maître, d'aller au bout de tous les chemins possibles. Oui, elle est au bout, et en plus on constate que l'appel à témoins qui a été fait là au mois de novembre a très bien fonctionné. Ça a permis d'avoir des pistes qui sont exploitées à l'heure actuelle avec bien évidemment un contenu, tout est en cours d'enquête, et sûr. Donc ça redonne de l'espoir, à mes clients, et ça redonne de l'espoir à l'enquête, parce qu'on se dit que même 32 ans après, il y a des témoins qui 32 ans après sont venus appeler la police judiciaire pour dire voilà, suite à l'article dans l'Est républicain, nous nous sommes souvenus de telle chose et telle chose. Et donc ça, c'est intéressant. Alors, on se retrouvera tout à l'heure. On va faire une pause tout de suite. Et puis, avec Willy Graff, on va revenir plus en détail sur un certain nombre d'événements qui se sont passés autour de la date du meurtre et qui peuvent, en tout cas, qui ont donné l'occasion à l'époque à l'enquête d'émettre un certain nombre d'hypothèses. À tout de suite. Le zéro.fr. L'heure du crime sur RTL. Qui a tué Virginie Raymond, cette jeune fille de 16 ans assassinée
à son domicile et au domicile de ses parents le mardi 20 octobre 1987. Elle a vraisemblablement, mais on n'en est pas sûr, mais c'est une des hypothèses fortes des enquêteurs, elle a certainement ouvert la porte à son assassin, ou elle le connaissait peut-être, dans la mesure où il n'y a pas eu de traces d'effraction relevées, mais il peut très bien s'être passé autre chose. Je cite pour mémoire cette hypothèse. En tout cas, un énorme travail d'enquête a été assuré depuis toutes ces années par la police judiciaire de Besançon, qui ne lâche pas l'affaire, ni la justice d'ailleurs, puisque depuis 2017, de nouvelles investigations ont été lancées pour tenir compte, on l'a dit tout à l'heure, des avancées de la police scientifique. Peut-être que peut-être qu'il y a encore un espoir de ce côté-là, et en tout cas peut-être des traces qui pourraient constituer des preuves de présence sur les lieux si la police identifie ou interpelle un suspect. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs il y a quelques jours, Willy Graf, puisque à la suite de cet appel à témoins de la police de Besançon. Oui, tout à fait. En fait, c'était préparé, on peut le dire, planifié par les enquêteurs de la PJ, qui de manière quasiment concomitante ont émis cet appel à témoins et en même temps ont organisé l'interpellation tout en douceur d'un homme à 7h du matin chez lui, à Franc-Comtois. On n'était pas loin de Besançon, père de famille respectable, sans aucun antécédent judiciaire, mais qui intéressait fortement les enquêteurs, parce qu'à l'époque, il avait été entendu et ses déclarations, aujourd'hui, avaient été revisitées et jugées peu cohérentes. Il y avait des choses qui n'allaient pas, et les enquêteurs se disaient, tiens, c'est peut-être lui. Ouais. Donc cet homme-là a été placé en garde à vue durant 48 heures pour être interrogé longuement, minutieusement. L'autre intérêt, évidemment, c'était de prélever son ADN, parce que comme vous l'avez très bien dit, Jacques, on a de l'ADN X qui a été récupéré sur la scène de crime il y a 32 ans, mais il est non identifié. Et cette personne, évidemment, n'ayant jamais eu d'antécédent judiciaire, n'était pas référencée. Donc en urgence, son ADN a été prélevé et expédié dans un laboratoire à Bordeaux, à l'autre bout de la France, avec le temps qui s'écoule, on n'a que 48 heures de garde à vue, et dès le lendemain, alors c'était assez, on attendait avec, j'imagine, des enquêteurs et le magistrat instructeur attendait avec une certaine fébrilité le résultat, et il s'est avéré que cet homme disait la vérité, il n'était pas lié à ce crime, et l'ADN s'est révélé négative. Voilà. Mais voilà, c'est une preuve que du jour au lendemain, on peut-être aboutir, notamment grâce à cet ADN. Bien sûr, et c'est aussi, et il faut pas manquer de le rappeler le plus souvent possible, l'ADN permet également d'innocenter un certain nombre de personnes qui sont dans le collimateur des enquêteurs ou de la justice. Voilà. Et c'est pas un échec, parce que c'est vrai que comme on le dit souvent, il y a quand on enquête sur un crime comme ça, si complexe, on referme ou on ouvre des portes. Cette porte-là a été ouverte depuis longtemps. Ça a permis de la refermer et de se projeter sur de nouvelles pistes. Alors maintenant, Willy Graf, ce que je vous propose, évidemment, si maître Catherine Bresson veut ajouter quelque chose aux éléments que nous allons rappeler maintenant, elle est la bienvenue. Oui, merci. Il n'y a pas d'autorisation à demander pour vous exprimer, maître. Bon, alors, on va revenir sur ce qu'on a appelé, mais improprement, une 4L rouge, qui n'est pas une 4L rouge, mais vous allez nous expliquer ce qui s'est passé, pourquoi la police s'est mise à chercher, peu après le crime, deux jeunes gens d'environ 25 ans qui avaient été vus à bord d'une voiture, on va dire une voiture rouge, avant de donner les précisions, et qui avaient demandé apparemment à un passant où se trouvait le 134 rue de Belfort, quand même, c'est-à-dire l'adresse de la victime. Tout à fait, on croit difficilement au hasard dans ce genre d'enquête, et c'est vrai que, en tout cas, c'est un des éléments forts et un des grands points d'interrogation encore des investigations. Qui sont ces deux jeunes gens qui, on est en début d'après-midi, quelques heures avant le meurtre de Virginie, à quelques encablures de là, on est rue de Schweizer, c'est vraiment à quelques centaines de mètres de là, demande à un adolescent où se trouve le 134 rue de Belfort. Ces deux jeunes gens n'ont jamais été retrouvés. D'ailleurs, en discutant avec les enquêteurs, ce point de la voiture rouge, la mystérieuse voiture rouge, type 4L, mais c'est pas forcément une 4L, ne figure pas officiellement dans leur appel à témoins, mais c'est clairement un point sur lequel ils recherchent de nouveaux éléments, peut-être de nouveaux témoignages qu'on peut
raccroché du coup à cet appel à témoins. Voilà. Et en tout cas, le témoin en question, c'est ce jeune homme qui a été interrogé par les occupants de la voiture. Lui n'a pas inventé son témoignage. Donc il a vraiment, à quelques centaines de mètres de l'endroit où a été tuée Virginie Raymond, rencontré des gens qui lui ont demandé son adresse quand même. Tout à fait. Ouais. 2 personnes, voilà, de 25 ans environ. Malheureusement, à l'époque, il n'y a pas eu de portrait robot ou de diffusion particulière à ce sujet, mais c'est vrai que c'est une des pistes qui reste ouverte pour les enquêteurs de la PJ. Sachant qu'il n'est pas le seul, en fait, parce que ce témoin, ce passant, avait indiqué que les 2 jeunes gens dans la voiture type 4L rouge avaient déjà demandé leur chemin une première fois à une jeune femme. Oui, avant lui. Donc, cette jeune femme ne s'est jamais manifestée. Ah, cette jeune femme elle-même ne s'est jamais manifestée. Non. Donc, ça veut dire que c'est bien de le préciser, maître, parce que ça veut dire que si cette jeune femme se souvient peut-être qu'à l'époque, elle s'est dit je vais pas aller avoir des ennuis, etc. Bon, le temps a passé et tous les éléments que pourrait détenir un témoin comme celui-là sont importants, hein, évidemment. Bien Donc, sûr. on ne peut que faire appel aussi à cette cette ancienne jeune femme, parce que elle a 30 ans de plus. Bon. Alors, Willy Graf, je reviens à vous parce que il y a un autre témoignage, mais qui vient cette fois-ci du père de Virginie, Patrick, parce que il a quitté, donc on le disait à 13h40, l'appartement. Et qu'est-ce qui s'est passé dans l'escalier ? Mais dans l'escalier, il tombe nez à nez avec 2 adolescents qui, a priori, n'habitaient pas ici, sinon il les aurait reconnus. De la même manière, ces 2 adolescents n'ont jamais pu être formellement identifiés et retrouvés par les policiers. Donc là encore, ce sont des pièces manquantes au puzzle qui permettraient peut-être de comprendre ce qui s'est passé dans l'appartement. C'est ça, il les a croisés simplement, il n'a pas noté. Il les a croisés, il n'y a pas eu d'échange, je crois pas, de mémoire, en tout cas ce que j'ai pu lire, ou peut-être Maître Bresson a d'autres éléments là-dessus, mais c'est vrai que ces 2 jeunes gens restent introuvables. Ouais. Alors, donc, il n'y a rien d'autre à ajouter sur ces 2 pistes, hein, maître ? Ben non, malheureusement. Non. Alors, ensuite, il y a pour mémoire ce qu'on a dit tout à l'heure à propos de ce photographe, donc cet homme, ou en tout cas cet homme qui prenait le prétexte de la photographie pour peut-être pour draguer des jeunes filles ou pour les emmener faire des photos, etc. Et comme Virginie s'intéressait beaucoup à la photo, c'est une piste évidemment qui comprend que les enquêteurs les misent dans leur collimateur, si j'ose dire. On fait une pause et puis on revient ensuite sur les autres pistes suivies parce qu'il y a un travail vraiment considérable et on va parler des vendanges donc en Bourgogne. Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL. L'émission spéciale de l'heure du crime ce soir en relation avec un nouvel appel à témoins lancé par la police judiciaire de Besançon qui mène l'enquête depuis maintenant 32 ans sur une affaire non élucidée, l'assassinat le mardi 30 octobre 1987 d'une jeune fille de 16 ans, donc Virginie Raymond, retrouvée chez elle par sa mère, lardée de coups de couteau, là, une très grande violence dans ce meurtre. L'autopsie va révéler 14 coups de couteau. Et on passe en revue donc avec mon confrère Willy Graf de l'Est républicain et avec maître Catherine Bresson du barreau de Besançon qui est l'avocate de la famille de Virginie, on passe en revue les différents éléments de cet appel à témoins qui est très précis et qui s'accompagne évidemment de 2 numéros de téléphone que je rappellerai tout à l'heure, mais qui se trouvent comme l'appel à témoins d'ailleurs sur la page de l'heure du crime sur rtl.fr. Alors Willy Graf, la piste de la Bourgogne, on va dire, vous pensez que c'était à Nuits-Saint-Georges que s'était rendue donc Virginie à l'été 1987, donc elle est morte le 20 octobre, hein, donc quelques mois avant sa mort. Et là, mais je ne veux pas anticiper, on demandera des précisions là-dessus à maître Bresson. Qui aurait-elle rencontré ? Pourquoi s'est-elle rendue en Bourgogne ? Est-ce qu'on le sait ? Clairement, Virginie Raymond avait des envies
d'émancipation. Elle avait 16 ans, elle quittait l'école et elle avait peut-être envie d'argent de poche, envie aussi un petit peu d'ailleurs. Donc elle s'était rendue à Nuit-Saint-Georges pour des vendanges, comme beaucoup de gens et de jeunes gens à travers les générations dans notre région. Et elle avait noué des rencontres là-bas, forcément, notamment 2 garçons qui, je crois, très rapidement, c'était logique, j'allais dire, de point de vue des enquêteurs, ont été entendus dans les jours qui ont succédé à la découverte du corps de Virginie. Ah oui, alors attendez, je vous interromps, c'est très important, c'est-à-dire que ces 2 garçons en question ont été entendus par les enquêteurs. Alors, selon les articles de mes confrères de l'époque, effectivement, ils mentionnent des auditions de jeunes gens qui étaient avec elle aux vendanges. Aux vendanges, d'accord. Et alors, elle y est restée longtemps, on sait quelque chose là-dessus? Là, j'ai pas le détail. J'imagine quelques jours, une semaine, 10 jours, mais en général, c'est comme ça que ça se passe. Mais j'ai pas le détail du nombre de jours durant lesquels elle est restée là-bas. Mais elle a eu le temps, en tout cas, de faire des rencontres. Et c'est ce qui intéressait fortement les enquêteurs. Oui. Alors d'autant plus là, je reviens à vous, Willy, dans un instant, mais peut-être que maître Catherine Bresson peut nous donner des détails là-dessus. Il semble, d'après ce que j'ai relu dans les dossiers de presse de l'affaire, maître Bresson, que Virginie avait changé pour ses parents à son retour. Ils avaient noté un changement de comportement. Oui, ils avaient noté un changement de comportement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Mais quel changement, quel type de changement? Elle était inquiète, elle était plus grave, elle était plus... Un changement, en ce sens que maintenant elle préférait les sorties, elle préférait les amis, elle était plus aussi sérieuse et studieuse qu'avant, sachant qu'effectivement elle avait flirté avec des garçons dans le cadre des vendanges, et ça l'avait changé, ça lui avait modifié son comportement. D'accord, mais elle n'est pas spécialement, enfin en tout cas rien n'a été noté qui puisse faire penser qu'elle était inquiète ou qu'elle se sentait menacée, en tout cas. Non, pas du tout. Non. C'est ça que je pensais en vous demandant la précision. Non. Et vous savez, donc vous, si elle y était restée longtemps? Alors moi, j'avais souvenir qu'elle y était restée quand même plusieurs jours parce que c'était sur la période septembre-octobre. Donc on était à cheval sur les 2 mois. D'accord. Parce que j'avais noté le mois d'août, donc août est une mauvaise indication. Donc. Oui, moi, les vendanges, c'était plus septembre-octobre. Bien sûr, oui, bien sûr. Donc non, c'est important de le préciser parce que pour les personnes qui pourraient avoir un souvenir qui remonte à ces vendanges 1987 en Bourgogne et spécialement à Nuit-Saint-Georges, c'est donc sur septembre-octobre que ça s'était passé. Oui. Sans qu'on ait d'autres précisions. Non, j'ai pas les précisions, j'ai pas les dates, non. À donner. Willy Graff, vous voulez ajouter quelque chose là-dessus? Non, mais c'est simplement que effectivement cette histoire de vendange a vraiment fortement marqué ce dossier et encore aujourd'hui on en parle 32 ans après. C'est vraiment une composante importante de ce dossier. Après peut-être que c'est pas du tout vers cet aspect-là qu'il faudra se tourner pour avoir la vérité, mais en tout cas en termes d'investigation, ça a occupé beaucoup les policiers. Alors pour être complet, on va ajouter que en 1993, en ce qui me concerne, j'avais consacré une émission de témoin numéro 1 sur TF1 à cette affaire, avec en relayant un appel à témoins évidemment et puis l'appel de la famille de Virginie. À l'époque, l'équipe de l'émission n'était pas forcément mise au courant en détail par les enquêteurs, et c'est bien normal, des conséquences de l'exploitation, on va dire, des témoignages qui arrivaient. Mais dans mes souvenirs, il y avait une bonne trentaine de témoignages qui étaient arrivés, dont un qui les avait fait s'intéresser à la piste de quelqu'un qui avait disparu plus ou moins subitement et qui aurait été un cousin de Virginie. Vous en savez plus là-dessus, Willy Graff? Oui, écoutez, c'est vraiment, c'était une piste encore une fois largement explorée. Ce cousin mystérieusement disparu quelque temps après le crime. C'est vrai que c'est forcément suspect. Et de ce qu'on m'en a expliqué, les enquêteurs ont mis plusieurs années à le retrouver. Mais finalement, notamment suite à votre appel à témoins, il a pu être localisé, interrogé et mis hors de cause. Donc aujourd'hui, le cousin n'est plus suspect selon les infos qui m'ont été transmises, n'est plus suspect dans le cadre de cette affaire. Mais c'est vrai que longtemps, son ombre a un petit peu plané sur le dossier, ce cousin disparu. Voilà, donc soyons clairs, cet appel à témoins n'est pas un appel, on n'est pas dans l'Ouest américain, on ne cherche pas un assassin ou un criminel, on cherche des gens simplement de bonne foi qui peuvent
creuser un peu leurs souvenirs et apporter éventuellement aux enquêteurs un témoignage s'ils ont croisé Virginie Raymond à tel ou tel endroit, que ce soit Dijon, que ce soit donc Nuit Saint-Georges à un certain moment. Peut-être ces deux jeunes gens à la voiture rouge pourraient-ils se reconnaître tout simplement, hein, ou d'autres personnes les ayant aperçus pourraient les reconnaître. Bref, l'appel à témoins de la police judiciaire de Besançon est à la fois extrêmement précis, mais très large bien sûr, et ces appels donc montrent l'espoir de tout le monde, des proches du dossier, de la famille, de la justice, de la police, de réussir un jour, proche, on l'espère, à boucler cette enquête. Surtaxé. Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL. Appel à témoins de la police judiciaire de Besançon, dont nous parlons depuis le début de cette émission. Nous allons rappeler les points principaux dans un instant avec mes invités, Willy Graff, mon confrère de l'Est républicain qui suit ce dossier pour son journal, et maître Catherine Bresson du barreau de Besançon, qui est l'avocate de la famille de Virginie. Mais avant ce rappel et le rappel des numéros de téléphone qui sont mis à disposition du public au cas où on penserait avoir une information qui puisse faire avancer les choses, j'ai une question plus générale et plus personnelle, maître Bresson, parce que c'est difficile ce que vivent Patrick et Marie-Françoise, donc les parents de Virginie, parce que évidemment ils sont inconsolables au sens propre du terme de ce qui s'est passé il y a 32 ans. Pour eux, c'est beaucoup plus proche que cela. Ils ont cet immense espoir, évidemment, maintenant que l'enquête finisse par aboutir, que quelque chose se passe dans cette enquête, soit à cause des progrès de la police scientifique, soit à cause d'un témoignage inattendu ou de quelqu'un se rappelle quelque chose. Mais en même temps, maître, ces affaires de cold case, d'émissions non élucidées sont par définition les enquêtes les plus difficiles pour la police et pour la justice. Oui, c'est extrêmement difficile parce que ils ont la chance, Patrick et Marie-Françoise, d'être en contact régulièrement avec les enquêteurs, ce qui leur permet de tenir. Et vous savez, l'appel à témoins pour eux est quelque chose de très important. C'est réactivé régulièrement, mais c'est quelque chose de très important et sur lequel ils espèrent. Cet espoir les fait tenir. Mais surtout, je vais vous dire juste ce que m'ont dit mes clients. Ils m'ont dit juste une chose qui est quand même relativement, qui montre finalement ce qu'ils pensent de tout ça. Ils m'ont dit on aimerait juste savoir qui a tué notre fille et pour quelle raison elle a été tuée avant de mourir. Voilà, ils n'ont qu'une envie en fait, c'est de pouvoir mourir en sachant pourquoi leur fille a été tuée et par qui. C'est la seule chose qu'ils espèrent à l'heure actuelle. Bien sûr, et évidemment le temps de l'enquête, enfin ce qui doit les réconforter quelque part, c'est que même s'il y a eu dans cette affaire, il y a eu un ou des non-lieux avant que des informations soient rouvertes, ce qui est le cas aujourd'hui. Donc, ça veut dire que si le moindre élément nouveau intervient, évidemment, la justice pourra s'en saisir immédiatement, bien sûr. Voilà. Et il y a, alors, je vous demande pas évidemment de révéler les secrets de l'instruction ou de l'enquête, maître. Je sais que évidemment, de toute façon, c'est pas souhaitable parce que il est hors de question de donner des indications à des gens qui pourraient fuir leurs responsabilités dans cette affaire. Mais simplement, je vous demande, si j'ai bien compris, les enquêteurs ont quand même à leur disposition un certain nombre d'éléments, notamment en termes de police scientifique, qui leur permettent de confronter ces éléments avec des personnes soupçonnées, ne serait-ce que pour les innocenter, comme cet homme qui a été en garde à vue très, très récemment. Oui, tout à fait. Il y a des profils qui sont ressortis, donc des comparaisons d'ADN peuvent être faites, ce qui a permis d'innocenter la dernière personne. Et puis surtout, les appels à témoins ont très bien fonctionné avec des pistes qui sont en cours d'exploitation. Voilà, c'est ça. Donc l'enquête est en cours, elle n'est pas en panne. Voilà pas du tout. Elle est vraiment relancée et on espère encore.
avoir d'autres témoignages pour apporter des éclairages nouveaux. En tout cas, je vous remercie beaucoup, maître, d'avoir parlé de vos clients. On comprend évidemment que n'ait pas envie de s'exprimer, que ce qu'il souhaite, c'est qu'on avance concrètement dans l'enquête. Ma dernière question, elle est pour Willy Graff, évidemment, en tant que journaliste à l'Est républicain et spécialiste aussi de ces affaires criminelles et de ces grands faits divers. Ce n'est pas le premier cold case auquel vous êtes confronté. Qu'est-ce que vous avez qu'est-ce que cette affaire vous apporte comme réflexion particulière? Moi, ce qui me frappe, c'est vrai que quand on parle de cold case, on a tout de suite en tête, d'ailleurs, j'ai consulté les archives de l'Est républicain, on a ces photos en noir et blanc, quelque chose qui paraît très lointain, presque abstrait, mais en fait, on se rend vite compte quand on travaille sur ces cold cases que au contraire, le temps n'efface rien, c'est très concret. Le temps n'efface pas le chagrin des proches de Virginie, même 3 décennies plus tard, et il n'efface pas non plus d'ailleurs l'énergie, la détermination des enquêteurs et des magistrats, parce que quand ils nous en parlent aujourd'hui, ils ont une farouche volonté d'y arriver, même 30 ans plus tard. Aujourd'hui, Virginie Raymond, si on fait les calculs, elle aurait 48 ans. Elle est décédée, sa vie a été fauchée à 16 ans. Et voilà, moi, ce qui me marque dans ces cold cases, c'est que même 30 ans plus tard, il y a quand même une vraie énergie et une vraie intensité, une vraie douleur aussi du côté des proches, peut-être même amplifiée, je sais pas. En tout cas, c'est assez particulier, c'est vrai. Alors, je vous propose, Willy, simplement de reprendre ensemble les différents points de l'appel à témoins. On va les rappeler. Donc, ces 2 jeunes gens qui étaient au volant d'une voiture type 4L rouge. Oui, ça, d'abord du 134 rue de Belfort, rue Schweizer pour être précis, mais en tout cas dans ce quartier-là. Voilà, et ça c'est le jour 20 octobre du meurtre. 1987. Voilà. 2 jeunes gens croisés par Patrick, le père de Virginie, en sortant de l'appartement un peu après 13h40, le même 20 octobre, donc 1987. Ils ne sont soupçonnés de rien de particulier, mais voilà, les enquêteurs veulent les identifier. Voilà. Oui. Et puis alors, Virginie, on l'a dit, avait pris le train pour Dijon, où elle a été reconnue par un témoin. J'ai relu votre dernier article où vous signalez que elle a été reconnue par un témoin place d'Arcy à Dijon. Donc on est sûr qu'elle était sur place et qu'elle se trouvait en compagnie de 3 jeunes garçons. Qui ne sont pas plus soupçonnés que d'autres d'être impliqués dans le meurtre, mais qui n'ont jamais été retrouvés par les enquêteurs. Non, et qui peut-être détiennent des informations intéressantes, même s'ils s'en rendent eux-mêmes pas compte. Voilà, 3 jeunes garçons, dont un qui était présenté comme assez grand, avec un pantalon en cuir moulant, c'est un signe distinctif qui a été précisé par les enquêteurs. On est là le 9 octobre 1987. Le 9 octobre 1987. Et pour terminer, cet appel qui concerne donc toutes les femmes, j'ai l'appel à témoins sous les yeux, là, nées entre 1964 et 1976, qui ont été accostées à Besançon, donc pendant leur adolescence, par un homme qui leur proposait de les photographier dans la rue. C'était ça la proposition de cet homme. Voilà. C'est assez spécifique, mais c'est ça, la piste de la photographie. On sait que Virginie était fan de photos, et peut-être que ça a participé à une mauvaise rencontre. Voilà. Et puis pour compléter, Jacques, les enquêteurs souhaitent recenser et reprendre contact avec l'ensemble des habitants en 87 du 134, 134A, 134B rue de Belfort, ainsi que ceux du 8 rue Schweizer. Très bien. Écoutez, je vous remercie. Je termine en rappelant les 2 numéros de téléphone que je donnais au début de l'émission. L'un est un téléphone qu'on peut joindre 24 heures sur 24. C'est le 03 80 44 58 70. 03 80 44 58 70. 24 heures sur 24, et l'autre qui est aux heures de bureau, en fait, qui est un numéro de Besançon, 03 81 21 11 80, 03 81 21 11
80. Si vous pensez avoir une information qui puisse faire avancer l'enquête, si ce qui a été dit dans cette émission évoque quelque chose pour vous dans vos souvenirs, n'hésitez pas à composer ces numéros que vous pouvez retrouver à la page de l'heure du crime sur rtl.fr. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Maître Bresson. Merci, au revoir. Et merci Willy Graff. Et j'espère qu'on se retrouvera dans quelques semaines ou quelques mois pour annoncer à ceux qui nous écoutent que ces appels à témoins ont pu permettre de faire avancer les choses. Je l'espère. L'émission est maintenant terminée.